Dès les années 60, alors que l'URSS est parvenu à atteindre l'espace avec sa capsule Vostok, les soviétiques commencent le développement d'un prototype d'avion visant à passer la frontière spatiale. Du nom de Spiral, cette navette à corps portant a effectué divers tests à vitesse subsonique, c'est-à-dire à la vitesse d'un avion de ligne tel qu'un Airbus A380. Mais ce prototype n'a jamais effectué un seul vol dans l'espace. Le projet a évolué d'année en année, passant de prototype en prototype, et il a su inspirer le programme de la navette spatiale soviétique Buran. Une navette qui a été développée comme réponse aux Américains par rapport à leur navette spatiale. Pour en savoir plus d'ailleurs sur le programme Buran, Yataka et moi-même avons fait une collaboration sur sa chaîne pour parler de ce programme qui aurait pu surpasser le programme des Américains. Bref, à ce jour, les navettes américaines ont pris leur retraite en 2011, ce qui a eu comme conséquence la perte d'indépendance de la NASA pour le transport de ses astronautes. En effet, à l'époque, aucune autre capsule américaine habitée, assez sûre capable de s'amarrer à l'ISS, était développée, obligeant l'agence spatiale américaine de passer un contrat avec Roscosmos, l'agence spatiale russe, pour le transport de ses astronautes grâce au Soyouz qui est en service depuis quand même de très nombreuses années et qui a donc su montrer sa fiabilité. Ainsi, la NASA décide de lancer un nouveau programme du nom de Commercial Crew Development visant un développement de moyens de transport à destination de l'ISS grâce à des entreprises privées. Parmi ces entreprises, nous avons SpaceX, Boeing et d'autres, mais celle qui va nous intéresser aujourd'hui est la société du nom de Sierra Nevada Corporation avec leur projet de navette spatiale du nom de Dream Chaser. Dans cette vidéo, en compagnie de Yataka, on va parler de cette navette spatiale à destination de l'ISS. Donc si vous êtes prêts ou prêtes, eh bien, nous sommes partis. Il y a quelques années, en janvier 2006, la NASA lance le programme COTS, Commercial Orbital Transportation Service, visant à confier à des entreprises privées le transport du fret vers l'ISS. En effet, comme j'ai pu le préciser, la NASA prévoyait déjà de retirer les navettes spatiales et a donc anticipé les problèmes posés par la retraite des Space Shuttle. Effectivement, elle permettait de transporter les astronautes ainsi que diverses charges utiles vers l'orbite basse et donc vers la Station Spatiale Internationale. D'ailleurs, c'est grâce aux navettes spatiales que l'ISS a été construite en près d'une dizaine d'années. En 2021, l'ISS n'a plus besoin des navettes spatiales pour continuer à fonctionner, à être entretenue et à être améliorée grâce aux diverses capsules qui la ravitaillent régulièrement. En effet, parmi les candidats du programme COTS, la NASA a sélectionné deux entreprises, Orbital Science avec son vaisseau Cygnus et SpaceX avec sa capsule Dragon. Ce premier programme a donc permis de sélectionner deux entreprises privées pour le transport du fret. Mais reste encore un problème à gérer, le transport des astronautes. C'est pourquoi en 2010, l'agence spatiale américaine a lancé un nouveau programme du nom cette fois-ci de CCDEV, Commercial Crew Development, visant à sélectionner deux engins habités à destination de l'ISS. Ainsi, pour la première phase du programme, la NASA a annoncé le 1er février 2010 que les deux entreprises privées sélectionnées ont été Boeing qui s'est associé à Bigelow Aerospace et l'autre entreprise du nom de Sierra Nevada. Boeing reçoit alors 18 millions de dollars pour le développement de sa capsule CST-100 Starliner, tandis que Sierra Nevada reçoit quant à elle 20 millions de dollars pour développer sa navette spatiale, la Dream Chaser, qui n'avait malheureusement pas été sélectionnée pour le programme COTS. Un deuxième appel d'offres est lancé en octobre 2010 pour la seconde phase du programme. Le nombre d'entreprises sélectionnées est plus important que pour la première phase puisqu'en avril 2011, la NASA sélectionne 4 entreprises privées avec toujours Sierra Nevada et Boeing avec leurs engins habitables respectifs. Les deux autres entreprises, SpaceX et Blue Origin, développent de leur côté les systèmes secondaires mais tout aussi importants. SpaceX reçoit 75 millions de dollars pour le développement d'un système de sauvetage en cas de problème du lanceur en vol, tandis que Blue Origin reçoit 22 millions de dollars pour développer l'extrémité biconique d'un vaisseau qui inclut le système de sauvetage que SpaceX développe, ainsi que des moteurs fusée hydrogène-oxygène réallumables. Le 3 août 2012, la NASA annonce les 3 entreprises privées finaliste. SpaceX, avec sa capsule Dragon améliorée pour le transport d'astronautes lancée par une Falcon 9 de la même entreprise, reçoit 440 millions de dollars. Boeing, avec son CST-100 Starliner lancé par une Atlas V de chez ULA, reçoit 460 millions de dollars. Et Sierra Nevada, avec sa Dream Chaser lancée aussi par une Atlas V, reçoit 212 millions de dollars. Des problèmes budgétaires fragilisent le programme, laissant glisser les dates annoncées des premiers vols des capsules. Ces
C'est finalement en septembre 2014 que la NASA sélectionne définitivement les 2 entreprises privées sélectionnées. SpaceX et Boeing sont les grands gagnants du programme CCDEV. L'entreprise de Musk reçoit alors 2,6 milliards de dollars pour faire de la version cargo Dragon une version habitable, tandis que Boeing reçoit 4,2 milliards de dollars pour sa CST-100 Starliner. Ainsi, la Dream Chaser de Sierra Nevada n'a en effet pas été sélectionnée, en raison sans doute du manque d'expérience de l'entreprise privée, selon la NASA bien sûr. De plus, peut-être que le projet d'une navette spatiale a pu faire peur à l'agence spatiale américaine, avec les 2 accidents tragiques de Challenger et Columbia. C'est donc avec ou sans l'argent de la NASA que Sierra Nevada va continuer le développement de leur navette. Ainsi, de nombreux tests ont été réalisés pour résoudre divers problèmes au fur et à mesure. Effectivement, le 29 mai 2012, le démonstrateur nommé ETA, pour Engineering Test Article, effectue un vol soulevé par un hélicoptère Skycrane Sikorsky 64 afin de déterminer les propriétés aérodynamiques de l'appareil. La même année, des tests de frein et de train d'atterrissage sont réalisés avec succès. Le 23 octobre 2013, l'ETA est basé à la base aérienne d'Edwards et se prépare pour son premier vol libre. Un hélicoptère l'amène à une altitude de 3700 mètres, d'où il est largué. La descente se passe en douceur et la navette s'aligne automatiquement avec la piste à la perfection. Cependant, au moment du déploiement du train, le train principal gauche ne se déploie pas, provoquant un atterrissage en collision. Le démonstrateur dérape hors de la piste, dans un torrent de sable et de poussière. L'ETA termine tout de même sa course à l'endroit, et avec un cockpit intact. S'il avait été habité, l'équipage aurait donc survécu sans aucune blessure importante. En 2015, après des réparations et des améliorations, il est renommé Eagle. En février 2017, Eagle est ramené à la base aérienne d'Edwards. Après plusieurs tests de roulage et de freinage, le 30 août, un vol captif est effectué, le premier depuis ses réparations et l'installation de son bouclier thermique. Le 11 novembre de la même année, le même hélicoptère lourd amène Eagle afin d'effectuer une nouvelle fois un vol plané jusqu'à la piste de la base d'Edwards. Cette fois-ci, le démonstrateur effectue un atterrissage parfait, en toute autonomie. C'est en 2019 que le premier modèle destiné au vol spatial est achevé et est pleinement opérationnel. Parlons maintenant du test qui va être le plus important puisqu'il démontrera sa fiabilité dans de vraies conditions. En effet, entre 2008 et 2016, la NASA a passé une série de contrats commerciaux avec des entreprises privées pour ravitailler l'ISS. 2 séries de contrats ont eu lieu. La première série, du nom de CRS-1, a été signée en 2008 avec les 2 entreprises sélectionnées pour le programme COTS dont j'ai pu vous parler juste avant. Ainsi, la capsule Dragon de SpaceX devait lancer 12 missions de ravitaillement avec une capacité totale de 20 tonnes pour un montant de 1,6 milliard de dollars. Tandis que le vaisseau Cygnus d'Orbital Science, fusionné pour former Orbital ATK quelques années plus tard, devait effectuer 8 missions d'une capacité totale similaire à la Dragon pour un montant de 1,9 milliard de dollars. La deuxième série, du nom de CRS-2, a été signée en 2016, comportant toujours SpaceX et Orbital ATK, mais vient s'ajouter la navette spatiale de Sierra Nevada, la Dream Chaser. Ce contrat doit assurer le ravitaillement de l'ISS entre 2019 et 2024 grâce à 6 missions minimum pour chacune des 3 entreprises. Ainsi, la NASA n'a absolument pas mentionné à ce jour une version habitée de la Dream Chaser pour l'ISS, mais seulement la version cargo. Le premier vol de cette version devrait donc se produire vers fin 2021, voire 2022. Et effectivement, l'épidémie mondiale n'a pas arrangé l'avancée de la mission, la reculant de quelques mois. Bon, cette mission, du nom de SNC Demo 1, aurait pu décoller sur une Atlas 5 de chez ULA comme il était prévu il y a quelques années. Néanmoins, ULA travaille depuis 2015 sur le remplaçant des fusées Atlas 5 et Delta 4 qui est le lanceur Vulcan capable de placer jusqu'à 27 tonnes en orbite basse et 14 tonnes en orbite géostationnaire. Ce lanceur doit effectuer 2 vols pour être certifié par l'US Space Force et pouvoir donc lancer des satellites de sécurité nationale
internationales, comme a pu en lancer SpaceX avec GPS-3. Ainsi, le premier vol de Vulcan lancera cette année un atterrisseur lunaire du nom de Peregrine d'Astrobotic, qui sera le premier vaisseau spatial américain à atterrir sur la Lune depuis l'émission Apollo. Son deuxième vol était prévu aussi cette année pour lancer bel et bien la Dream Chaser pour la mission SNC Demo 1, mais en vue des conditions sanitaires actuelles, Sierra Nevada a annoncé le 17 novembre 2020 que son premier vol serait reporté à 2022 à cause de retard de développement. Ainsi, Sierra Nevada a effectivement sélectionné le lanceur Vulcan pour le premier vol de leur navette. Donc parlons de SNC Demo 1 de la Dream Chaser. Nous sommes le jour J, la Dream Chaser est dans la coiffe du lanceur Vulcan pour un décollage programmé dans 10 minutes. 3, 2, 1, allumage moteur BE4 et propulseur d'appoint et décollage. T plus 90 secondes, séparation des propulseurs d'appoint et quelques secondes plus tard, extinction moteurs principaux booster et séparation des étages. Allumage des RL10 du second étage pour placer la navette en orbite et séparation de la coiffe car nous avons quitté l'atmosphère terrestre. Une fois en orbite, séparation de la Dream Chaser qui va alors ajuster sa trajectoire pour rejoindre l'ISS quelques heures plus tard. La navette étant visuelle, ajustement du bras robotique et la navette spatiale a été capturée avec succès. Cela est déjà une grande étape qui ne sera pas évidente à accomplir car il faut maintenant revenir sur la planète bleue. La version non habitée de la navette possède un module cargo à son derrière du nom de Shooting Star. Pour entrer dans l'atmosphère, le module est largué pour être détruit par la rentrée atmosphérique. Le grand avantage avec ce module est qu'on peut mettre les déchets de l'ISS à l'intérieur, il n'y a pas de souci vu qu'elle est détruite. De plus, dans la navette, nous pouvons mettre près de 1700 kg d'équipement et d'expérience scientifique sensible puisque la Dream Chaser ne subit que 1,5 G lors de la rentrée atmosphérique, c'est-à-dire que vous êtes 0,5 fois plus lourd que sur Terre. En effet, sur notre chère planète bleue, on est sur du 1G, dans l'espace sur du 0G, et bien là, lors de la rentrée de la navette de Sierra Nevada, ça sera du 1,5G, ce qui n'est vraiment pas excessif. Par comparaison avec les navettes spatiales américaines, les astronautes subissaient près de 3G lors de la rentrée atmosphérique, c'est-à-dire que vous vous sentez 3 fois plus lourd. Donc la navette rentre dans l'atmosphère, le signal se coupe et la piste est en vue. Quelques minutes plus tard, les deux trains d'atterrissage arrière et le frein avant se déploie pour revenir atterrir avec succès sur une piste de 2,5 km, qu'elle soit aux États-Unis ou autre dans le monde. La Dream Chaser peut alors être récupérée et réutilisée pour un futur lancement, mais revenons plus spécifiquement sur les caractéristiques de la navette. La Dream Chaser Cargo est divisée en deux parties. La navette, là où se trouve la plus grande partie du cargo, et à l'arrière le module de fret Shooting Star. Ce module permet de transporter plus de fret, de petites charges utiles, la gestion thermique et de panneaux solaires pliables, mais surtout les moteurs de la version cargo. Dans ces versions cargo, la Dream Chaser ne dispose pas de ses propres moteurs. Ceux-ci sont des moteurs à ergols hyperboliques, placés à l'arrière de la Shooting Star. Les ergols hyperboliques sont des ergols qui s'embrasent spontanément quand ils rentrent en contact. Les panneaux solaires photovoltaïques produisent à la fois l'énergie nécessaire à la Dream Chaser et à la charge utile. Le Shooting Star n'est pas prévu pour pouvoir rentrer sur Terre après une mission. Avant la rentrée atmosphérique, il est largué et brûle dans l'atmosphère. La version passager ne dispose pas de module Shooting Star, ce qui réduit l'autonomie du vaisseau. Pour rester plus longtemps en orbite, la Dream Chaser doit rester amarrée à une station spatiale, afin de supporter la production électrique et la gestion thermique. Pour protéger la navette du plasma de la réentrée atmosphérique et de la chaleur du soleil dans le vide, la Dream Chaser possède un bouclier thermique constitué de 2000 tuiles, pouvant résister à plus de 1600 degrés Celsius. L'un des principaux défauts des navettes spatiales américaines était justement leur bouclier thermique, trop complexe, cher et fragile. Il fut donc essentiel pour Sierra Nevada de compenser ces défauts, sans quoi le programme ne serait jamais économiquement viable. Tout d'abord, le bouclier fut énormément simplifié, ne comptant que 2000 tuiles contre les 24 000 de l'orbiteur de la NASA, alors que celui-ci était 4 fois plus grand que la Dream Chaser. Grâce aux nouvelles technologies et à l'avancée de la science des matériaux, les tuiles sont plus résistantes et plus légères que celles de la navette spatiale américaine, et cela en étant moins cher. Ces caractéristiques remarquables sont dues à l'utilisation du Tufrock, un matériau déjà utilisé sur la navette X-37B de Boeing. Leur fixation et les processus de vérification ont aussi été améliorés par rapport au début du programme Space Shuttle. La propulsion de la Crew Dream Chaser est plus que particulière. Le vaisseau est motorisé par deux moteurs hybrides. Un moteur hybride est un moteur utilisant un carburant solide et un comburant liquide.
Cette solution simplifie le transport et les opérations au sol. Le moteur dispose donc à la fois des avantages des moteurs à ergol liquide, étant réallumables, mais avec les coûts faibles des moteurs solides. La propulsion principale est aussi utilisée en cas d'évasion en vol. Pour les manœuvres en orbite, la navette utilise 6 moteurs RCS. Pour tenir dans la coiffe des lanceurs, les ailes de la version cargo sont repliées pour passer de 7 à 5 mètres d'envergure, pour être de nouveau dépliées et rester en diègre positif. La version passager ne dispose pas d'ailes pliables. Celle-ci reste à une envergure de 7 mètres. Cette version n'est pas destinée à rester abritée sous une coiffe. Elle n'a donc pas besoin de ce système complexe et lourd. La plus grande partie de la portance générée par le vaisseau ne vient pas des ailes, mais du fuselage. La Dream Chaser est ce qu'on appelle un corps portant. La forme de la navette a été étudiée pour générer de la portance, tout comme le fait l'aile d'un avion. Le train arrière de la Dream Chaser s'ouvre de l'intérieur vers l'extérieur, mais la plus grande particularité du train est le train avant. La navette n'est pas dotée d'un train avant conventionnel. Celle-ci dispose d'un unique patin avant, et non d'une roue. Cette particularité est en partie responsable de la courte distance dont a besoin la navette de Sierra Nevada pour atterrir. Effectivement, la Dream Chaser peut atterrir sur une piste d'aéroport de 3000 mètres de long pour 48 de large. Pouvoir atterrir sur une courte distance permet à la navette de trouver une piste d'urgence, mais surtout simplifie l'application privée de la navette. La navette spatiale de Sierra Nevada va bel et bien orbiter autour de la planète bleue dans un futur proche, de quoi nous en mettre bientôt plein les yeux. Si la vidéo t'a plu, tu peux évidemment t'abonner à la chaîne de Yataka, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'aider dans le référencement, tu peux mettre un pouce bleu et un commentaire, et en tout cas pour nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était la ref et Yataka, allez à plus.